Bonjour tout le monde. Pour la question, quelles sont les étapes à faire pour l'enquête épidémiologique? L'enquête épidémiologique autour de cas confirmés au probable, il faut bien sûr remplir, c'est-à-dire la fiche d'enquête autour de cas. C'est-à-dire les étapes de l'enquête, elles sont bien claires dans la fiche, lorsqu'on suit la fiche d'enquête autour de cas, avec les étapes de l'enquête. Il y a un point important concernant, c'est-à-dire le groupe de travail. Il faut toujours, comme l'a dit Dr. Foran, il faut toujours travailler en intersectorialité. Parce que l'enquête épidémiologique doit regrouper des épidémiologistes ou les médecins du SEMEP, le PSP, et aussi, c'est-à-dire le vétérinaire de la PSA. Et parfois, même, on doit faire, c'est-à-dire, on fait appel même aux gens c'est-à-dire des forêts, parce que c'est important. C'est-à-dire surtout pour les cas des oiseaux qui pouvaient morts, etc. C'est-à-dire l'enquête doit être faite en intersectorialité. Et pour les étapes, il faut suivre juste la fiche d'enquête autour de cas. Bien sûr, la radioactivité sur le péridygène, c'est un acteur clé pour l'enquête épidémiologique. Et merci. Bonjour, donc il y a une question sur vos collègues dans le chat par rapport à ce que il y a des tests, est-ce que les tests biologiques ont une place dans le suivi de l'infection par le virus? Effectivement, pour le moment, donc, on ne fait pas du suivi, on fait juste la confirmation du cas. Et il n'y a pas de test pour suivre l'évolution du cas. Donc, parce qu'on va pas la sévérité. Donc, les seuls tests qu'on fait actuellement, c'est uniquement pour diagnostiquer, confirmer le cas. Et les tests biologiques n'ont pas de place dans le suivi de l'infection. C'est tout. Voilà. Je sais pas. C'est Dr. Smith, je suis à l'hôpital Trinal. On a beaucoup actuellement de méningite virale chez les enfants. Est-ce que automatiquement on demande un Westmite pour, c'est-à-dire que parce que nous on n'essaie pas de confirmer nos méningites, on dit méningite virale tellement qu'on en a, donc ça reste clinique et ça reste évolution. Et s'il y a une notion épidémiologique, bien sûr qu'on fait le SCS, on l'envoie. Mais est-ce que maintenant, est-ce qu'on doit le faire systématiquement? On envoie pour une recherche du SMA et les autres virus également. Donc, est-ce que c'est systématique? Merci. Merci, professeur Louis, pour la question. Donc, maintenant, si on suit l'instruction ministérielle est claire. Donc, toute méningite ou bien encéphalite supposée virale, surtout durant la période estivale, on doit faire l'objet d'une confirmation laboratoire.
Ça, c'est l'instruction. Maintenant, nous, dans notre laboratoire, la stratégie qu'il faut adopter, même ailleurs, donc il faut commencer par rechercher les étiologies les plus fréquentes. On sait bien, très bien que quand il y a une énergie, donc c'est généralement les entérovirus qui prennent le dessus, les écovirus, tout ça. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on commence par faire un screening par ces virus-là. Et quand ils reviennent négatifs, en connaissant le contexte local, on va rechercher le West Nile ou bien les autres virus qui sont. Après, maintenant, tout dépendra du moyen de laboratoire. Donc, l'idéal, c'est d'avoir toute méningite doit faire l'objet, faire bénéficier d'un diagnostic. Mais après, ce n'est pas tous les laboratoires, surtout maintenant au niveau régional, qui ont la capacité de faire la PCR, puisqu'on les entérocyteurs, la PCR, pour confirmer le cas. Voilà. Maintenant, il faut avoir adopter une stratégie. Est-ce qu'on envoie en même laboratoire? C'est-à-dire que dès le début, on envoie pour éco-entérovirus et puis à la suite, si c'est négatif, on cherche. Donc, par rapport au diagnostic, donc, professeur Smith voulait savoir si devant tout cas suspect, on doit envoyer tous les prélèvements et même pour même laboratoire. Moi, je vais c'est un laboratoire, c'est un hôpital, il y a déjà des moyens pour faire déjà les PCR, par exemple pour les entérovirus, pour les herpès. Il commence à faire son premier screening. On fait le screening, donc soit il confirme le cas, soit il confirme. Donc, si on revient négatif pour les étiologies les plus courantes, donc maintenant, on doit solliciter le laboratoire régional, le laboratoire de référence, qui fait le diagnostic de certains virus. Merci. Merci, professeur Hachid, merci très. Je pense qu'il y a une question par rapport à l'âge, et là, c'est tout est mentionné dans l'instruction. Donc, si vous ne l'avez pas, demandez-la, on peut vous l'envoyer. Et normalement, l'instruction a été actualisée, diffusée à tout le monde. Et merci de renseigner, comme disait le directeur général, qu'il fallait envoyer, notifier dans les temps. Maintenant, par rapport à, je pense que pour l'enquête épidémiologique, comme l'a dit déjà l'autre, ce qui est toujours, il faut retenir que au pied du malade, donc au niveau de l'hôpital, c'est le CEMEP de l'hôpital, et puis après, c'est le CEMEP territorialement compétent qui doit assurer avec le DSA, avec le service vétérinaire. On a vu ce qui s'est passé il y a une année au niveau de l'Est. Et il serait vraiment intéressant qu'il y aurait des équipes mixtes pour faire l'enquête parce que c'est ça qui va nous aider. Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé. Il y a eu une hypothèse par rapport à la domestication du virus, mais ça reste encore une hypothèse à confirmer. Et le fait de mettre en place aussi, je pense, en fait, je vous demande de travailler avec les DSA pour mettre en place, parce qu'ils ont aussi un dispositif de surveillance, mais il va falloir qu'il soit actif, ce dispositif, par rapport à la surveillance sentinelle. Voilà, je pense qu'on a répondu à vos questions par rapport au West Nile. On va passer au paludisme, et comme vous le savez, l'année passée, ce que nous avons vécu l'année passée, on voudrait bien, et je voudrais à l'occasion remercier tous les responsables des différentes wilayas qui ont assisté à la célébration, surtout les wilayas du Sud qui ont assisté à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, durant laquelle, pour la première fois, on a fait une revue après action. Nous avons évalué toutes les actions qui ont été réalisées. Je félicite toutes les équipes parce qu'ils ont fait un travail merveilleux et je pense qu'ils ont été aussi dans l'anticipation par rapport à un stock de réserve, un stock en médicaments et par rapport au renforcement des capacités du personnel. Je sais qu'il y a des équipes, il y a les bonnes pratiques je cite à titre d'exemple Tamara 7 et Wagner qui préparent la saison. Donc, je les remercie pour leur engagement et pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, donc maintenant, on va donner la parole au professeur Smith qui est notre personne ressource en matière du paludisme, qui va nous faire un rappel. C'est toujours intéressant. Donc, peut-être que les gens du Sud
Les personnes qui travaillent tout le temps là-dessus, donc ils connaissent très bien. D'autres qui sont nouvelles, donc ils vont apprendre. Et pour surtout les wilayas, parce qu'on a vu que maintenant beaucoup d'échanges avec les pays africains, des zones endémiques. Beaucoup de non-personnes, beaucoup de voyageurs se rendent dans des zones endémiques aussi. Donc, c'est important de connaître la conduite à tenir devant un cas pour éviter tout cas, tout décès ou toute complication de validation. Bonjour. Alors, je ne vais pas vous faire la clinique, je ne vais pas vous dire ce que c'est que le paludisme. Tout le monde connaît, si on veut aller lire, on peut aller lire sur Internet, sur Google, sur où vous voulez. Moi, c'est surtout par rapport à certaines particularités, certains éléments qui attirent l'attention et qu'on ne doit pas passer à côté d'un paludisme, surtout s'il est simple pour qu'il ne complique pas et qu'on n'arrive pas au stade de compliqué ou encore au décès. Voilà. Alors, juste pour une introduction, c'est pour vous dire que c'est la première parasitose mondiale, c'est un problème de santé publique mondial, que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique en raison de sa fréquence, mais également en raison de sa gravité. C'est la plus meurtrière des maladies parasitaires, sachant qu'elle est la 4e cause de mortalité infantile en Afrique. Et c'est une maladie, heureusement, qu'on a un traitement étiologique qui est efficace et qui entraîne une tributaire d'une prise en charge qui doit être rapide et appropriée. Il faut savoir qu'une certaine population qui est à risque, ce sont les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les sujets non humains. Alors, quelle est la stratégie de prise en charge? Il faut savoir que lorsqu'on reçoit un malade aux urgences, pour tout malade déjà, il faut rechercher les signes de gravité, il faut rechercher un terrain particulier, ce que je viens de dire, c'est les enfants, femmes enceintes, les immunodéprimés également, et rechercher un voyage, mais également un déplacement en zone d'endémie. Pourquoi j'ai mis déplacement? Parce que les gens au sud, pour eux, ce n'est pas un voyage. Le fait de se déplacer vers un autre pays, ce n'est pas un voyage, c'est un déplacement. C'est une population le plus souvent qui est mobile, donc elle passe d'un territoire à un autre. Pour eux, ce n'est pas du tout vrai. Donc, poser la question que c'est un voyage, c'est vraiment, on va vous dire non. Alors qu'on vous dit, est-ce que de l'autre côté, est-ce que shit de l'autre côté, est-ce que de l'autre côté? Il faut utiliser les mots qu'il faut. Et là, on vous dira oui, et là, il faut y penser rapidement. Donc, quelle est la démarche diagnostique? Lorsque vous recevez aux urgences une personne qui est fébrile, il faut d'abord rechercher les signes de gravité. Il faut savoir que l'accès simple, c'est vrai que c'est en médecine qu'on hospitalise le malade, mais l'accès grave, il doit être aux soins intensifs. Donc, on recherche ces signes de gravité qui sont une fièvre très élevée, des convulsions, des troubles de la conscience, des troubles du tonus, des réflexes océotendinaux qui sont vifs, mais s'il y a une aréflexie, c'est un mauvais pronostic, des troubles du comportement, donc vous voyez que même les troubles du comportement dans un contexte fébrile, des troubles psychiques également dans un contexte fébrile, et bien sûr un syndrome hémorragique, un collapsus, une insuffisance respiratoire, etc. Donc, tous ces signes, vous devez les rechercher dès que vous recevez votre malade. Sachez que dans un coma, lorsqu'il s'agit d'un paludisme, il n'y a pas de trouble de focalisation, donc il n'y a pas de signes localisés et il n'y a pas d'atteinte des pertes crâniennes. Ça, c'est important à le savoir. Donc, ça nous permet de penser aux méningoencéphalite bactérienne, par exemple une méningite à pneumocoque, ou encore à des AVC. Donc, ici, il n'y a pas de signe neurologique convoyé et il n'y a pas d'atteinte des pertes crâniennes.
Alors, le terrain, on doit le rechercher parce qu'il nous fait redouter des complications et bien sûr la mortalité. Donc, il faut tout de suite, si c'est une femme enceinte, il faut savoir qu'au stade du troisième trimestre, c'est vraiment un accès qui est grave. Et cette femme enceinte, il peut lui donner le paludisme, une anémie grave, il peut lui donner un ABRT, un accouchement prématuré ou encore, lorsque le bébé naît, il peut avoir un petit poids. L'immunodéprimé, il faut tout de suite rechercher les signes de gravité parce que généralement, c'est des accès graves. Il y a une association d'infections bactériennes, donc il y a des sepsis, il y a des bactériémies, et puis il y a une mortalité aussi qui est importante. Les enfants de moins de 5 ans. Alors, les enfants de moins de 5 ans, c'est généralement des formes compliquées. C'est une thrombopénie sévère dans un contexte fébrile, c'est une déshydratation, c'est une anémie sévère, et bien sûr, il y a les formes mortelles. Chez les sujets non humains, ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont jamais séjourné dans un pays, dans des pays, là aussi, ça donne des formes graves. Si on prend l'exemple des personnes qui vivent dans des pays palus, qui immigrent et qui vont en Europe, où il n'y a pas de paludisme, et après une certaine durée d'absence pour aller dans leur pays, vous savez qu'il y a une immunité qui est transitoire, qui est acquise lorsqu'on est dans un pays endémique, donc qu'on perd au bout de 2 ans, qu'on perd cette immunité. Donc si la personne repart dans son pays natal et qu'elle ne prenne pas de chimioprophylaxie, dans ce cas-là, elle risque de faire une forme grave, donc une forme grave. Et puis, il y a les sujets qui sont sans chimioprophylaxie ou encore lorsqu'il y a un diagnostic qui est fait tardivement, et là, ça donne des formes graves. Sachez qu'on a, lorsque les personnes qui vont dans des pays d'endémie palus et qui ne prennent pas de chimioprophylaxie, lorsqu'ils reviennent, et si on ne fait pas rapidement le diagnostic, c'est vraiment des risques. Alors, l'urgence de consultation, c'est dès les premiers symptômes, principalement devant la fièvre. Et le plus important, et qui est vraiment un point de départ de tout raisonnement qui va suivre ce qu'on va faire pour ce malade, c'est vraiment l'interrogatoire. L'interrogatoire est vraiment important. Si on peut le faire avec le malade qui n'est pas au stade avec des signes graves, on le fera avec les accompagnateurs. C'est le lieu de résidence, c'est l'âge, c'est le lieu de séjour ou du déplacement, la date de départ, la date du déplacement, la date du retour, quand est-ce qu'il est revenu de ce voyage ou de ce déplacement. Aussi, la date du début de la fièvre, les conditions du séjour, et puis s'il y a une prophylaxie qui a été suivie ou pas, est-ce qu'elle est adéquate ou pas, est-ce qu'elle a été terminée ou pas, est-ce qu'on l'a pris juste au moment du voyage et on l'a arrêté au retour. Ce sont des questions qui sont très, très importantes pour savoir c'est quoi quelle est notre prochaine étape pour la prise en charge de ce patient. Et puis, il y a bien sûr l'examen physique et on va rechercher les signes d'orientation. Il faut savoir que l'accès simple, les signes ne sont pas spécifiques. Au début, il y a un syndrome pseudo-grippal associé à des signes digestifs, qu'on appelle un embarras gastrique, mais qui est accompagné de syndrome algique. Généralement, c'est un embarras gastrique fébrile avec céphalée, avec courbature. Donc, il y a un syndrome algique qui suit. Et puis, parfois aussi, on a des signes respiratoires qui accompagnent ce syndrome pseudo-grippal. Là, c'est vraiment au début. Et donc, si on est à ce stade-là et qu'on puisse faire le diagnostic, on arrivera à la guérison rapidement et on évitera les complications et bien sûr la mortalité. Bien sûr, si le malade n'a pas été vu à ce stade, on arrivera au stade ou à la phase bêta où on a ces accès caractéristiques avec frissons, fièvre et sueur, mais c'est bien d'arriver à poser le diagnostic avant d'arriver à la phase bêta, donc à la phase d'invasion, phase de début, c'est beaucoup mieux pour le malade. Et puis, s'il y a une chimioprophylaxie qui est inadéquate, dans ce cas-là, les signes seront vraiment atypiques, donc ça ne sera plus vraiment les signes qu'on connaît
d'un paludisme, et là, on n'aura que des signes généraux, une asthénie, des frissons, des algies diffuses. Donc, vous voyez, c'est vraiment une symptomatologie qui est atypique, surtout s'il y a eu une chimioprophylaxie qui a été inadéquate. Et la plus importante, c'est de chiffrer cette température, bien que dans la majorité des cas, on a de la fièvre, on peut ne pas en avoir. Elle peut manquer cette fièvre. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de fièvre, donc je ne pense pas à un paludisme. C'est important. On va rechercher cette pâleur, elle est importante, cette splénomégalie, cette hépatomégalie, et bien sûr, on fera un examen minutieux, appareil par appareil. On a pression, bien sûr, en recherchant les constantes vitales, on a pression l'état général. Un retard diagnostique, c'est une Recording in qui ont une progress. importance très importante pour le diagnostic, mais pas pour le suivi. Vous allez voir tout à l'heure, on va dire que ça ne sert à rien de faire un test rapide pour un suivi. Donc, ces tests-là sont pratiqués chez tout patient au retour d'un pays endémique de zone de mobilité à risque présentant une fièvre, quels que soient les signes associés ou même parfois sans fièvre. Donc, on fait cette goutte test même si on n'a pas de fièvre. Une goutte épaisse frottis-sanguin négative n'élimine pas le diagnostic si on a une forte présomption clinique. C'est-à-dire qu'on est sûr que c'est un palu, mais la goutte épaisse frottis revient négative, donc ça nous impose la répétition et on doit refaire 12 à 24 heures après. C'est justement lorsque là, on doit détecter ces faibles parasites. Alors, quelle est la prise en charge pratique? On confirme, donc la confirmation est obligatoire. Alors si cliniquement on est sûr que c'est un palu, goutte épaisse frottis sanguin, on doit les confectionner. On les confectionne, on commence notre traitement, on n'attend pas, puisque cliniquement on est sûr, on n'attend pas, et on envoie nos lames pour une lecture si on n'a pas sur place la personne adéquate pour faire cette lecture. Donc, on confirme, donc la confirmation est obligatoire. On fait une hospitalisation, quel que soit l'accès, qu'il soit simple, qu'il soit grave, on doit faire cette hospitalisation minimum de 3 jours. Je parle par rapport aux zones où il y a dans les périodes où il y a une forte affluence. Là, on ne peut pas hospitaliser 60 malades pendant 7 jours, pendant 14 jours, pendant toute une durée. Donc, au moins, on hospitalise pendant 3 jours, surtout les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes avec comorbidité. Donc ça, c'est obligatoire. Mais quand c'est au nord, quand c'est une personne ou 2 personnes, c'est une hospitalisation d'office. Si c'est un simple accès, ça sera en médecine ou en infectieux. Si c'est un palu grave, ça sera en soins intensifs. Et l'urgence, c'est le traitement. Bien sûr, il y a un traitement symptomatique qui est associé. Il ne faut pas oublier la surveillance et le suivi rapproché. Alors, quelle est la prise en charge pratique? Normalement, vous connaissez tous ce schéma-là. Moi, je tiens à vous dire que il y a certaines molécules qu'on ne met plus. Il y a le traitement de choix.
qui est les dérivés, les combinaisons à base de dérivés d'artémisinine. C'est vraiment le traitement de choix et qui sont des médicaments qui sont disponibles. Et d'ailleurs, que ce sont des médicaments qu'on avait déjà parlé avant le dernier guide de 2016. C'était déjà en 2007 où on avait déjà introduit ces dérivés d'artémisinine. Et donc, sachez que pour le falciparum, pour le Vallée et le Vivax, c'est une bithérapie. Bien sûr, cette bithérapie, c'est les ACT, donc les d'artémisinine, donc c'est des associations. Pourquoi c'est des associations? Parce qu'une a une action rapide et une a une action prolongée. Et c'est 3 jours. Alors, quand on vous met primaquine, ça ne veut pas dire que quand j'ai pas la primaquine, je ne dois pas traiter. Cette primaquine, elle n'a pas une action curative, elle a 2 intérêts. Soit pour réduire la transmission, donc action gamétocyte lorsqu'on est dans le falciparum, ou encore elle a une action anti-hypnozoïde, donc une action contre les rechutes quand on est devant le Vallée ou le Vivax. Donc, quand je n'ai pas la primaquine au moment de ma prise en charge du malade, je commence par la CT et après, dès que je reçois ma primaquine, je rappelle mon malade, même s'il est sorti, je rappelle mon malade pour lui donner soit une dose quand il s'agit du falciparum, c'est-à-dire le 0,25 mg en une seule prise, en même temps, si je peux, avec la première dose de la CT, mais sinon, je lui donnerai sa dose. Si c'est un Vivax ou un Ovalé, je lui donnerai, je le rappellerai et je lui dirai que c'est une dose tous les jours pendant 14 jours. Bien sûr, si c'est une personne qui a un déficit en GSPD, je lui expliquerai que ce n'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine et que c'est pendant 8 semaines et que c'est 0,75 mg kilo. Donc ça, c'est pour ce qui est de la bithérapie pour le falci, l'ovalé et le viva. S'il s'agit d'un malaret ou d'un nolésie, c'est une monothérapie, c'est 3 jours, c'est un ACT. 3 jours, c'est une cure de 24 comprimés. 24 comprimés, comment je peux les donner? C'est 4 comprimés le matin, 4 comprimés le soir, pendant 3 jours, ça me fera ma cure de 24 comprimés. Les alternatives, moi je n'aime pas parler des alternatives, c'est la quinine, c'est la chloroquine, mais je n'aimerais pas. Ça serait l'idéal, c'est d'avoir nos ACT pour traiter nos cas de paludisme à falci, vivax, ovalé, malaret, nolésie. Là, c'était les formes simples. Maintenant, si c'est une forme grave, c'est l'hospitalisation en soins intensifs, c'est la voie parentérale. Et on a une molécule qu'on a choisie. Il faut savoir que dans le palu grave, parmi les dérivés de l'artémisinine, il y en a 5 molécules. Nous avons choisi une qui est disponible dans notre pays, qui est dans notre guide, c'est l'artésunate. Alors, pour l'artésunate, c'est facile de la préparer. Il y a toute une procédure, il y a toute une notice qui vous explique, c'est vraiment rapide pour la préparer. Préférence en IV. Et si on n'arrive pas à avoir l'IV, c'est bien. Il faut savoir que nous, actuellement, on a un service de réa à l'hôpital. Je leur ai expliqué comment la faire, ils la font très très bien, ils prennent très bien en charge maintenant le paludisme grave, donc il n'y a aucun souci par rapport à l'artésunate. Et puis, c'est juste 3 doses le premier jour, ensuite au-delà, c'est une dose. Et maintenant, en fonction du malade, dès qu'il se réveille, dès qu'il est mieux, dès qu'il va, il peut prendre les comprimés, on peut passer à la voie orale tout en prenant la cure complète de la CT, c'est-à-dire les 24 comprimés avec 4 pendant 3 jours. Maintenant, le malade ne se réveille pas ou bien vomit toujours. Je maintiens cette voie injectable pendant 7 jours. Et le délai, il est de 7 jours. Donc, durée totale est de 7 jours. Au-delà de 7 jours, j'arrête, même si le malade ne s'est pas réveillé, parce que c'est bon. Mais je referai une goutte épaisse, elle sera négative, mais le malade ne s'est pas réveillé parce qu'il y a eu la cascade inflammatoire, il y a eu, c'est bon, le malade, on peut, parce qu'il y a eu un retard dans le diagnostic, un retard dans la prise en charge, ça ne sert à rien de maintenir le traitement, même si le malade ne se réveille pas. Donc c'est 7 jours de durée totale.
Et bien sûr, si je n'arrive pas à avoir l'artésunate, et normalement on a l'artésunate, ça sera la chiménée disponible. Donc, c'est vraiment l'artésunate, c'est vraiment la molécule de choix pour le traitement d'un paludisme grave. Sachez que paludisme grave, parfois on a un paludisme simple, mais qui vomit. Et donc, je ne peux pas lui donner les ACT, ça ne sert à rien. Donc, je suis obligée de donner la voie injectable et donc je donnerai l'artésunate. Donc, la voie injectable aussi voit son intérêt lorsque le patient vomit. Alors, la femme enceinte. Alors, la femme enceinte, en principe, on n'en parle plus. La femme enceinte redevient adulte, comme les hommes, comme les adultes, puisque le seul problème, c'était le premier trimestre. Et maintenant, le premier trimestre, ça a été réglé, c'est depuis 2022, l'OMS recommande les ACT même au premier trimestre. Donc, on peut traiter avec les ACT au premier trimestre et donc, on revient à l'adulte normalement. La seule molécule qu'on n'utilise pas, quel que soit l'âge de la grossesse, c'est la primaquine qui est vraiment contre-indiquée, ni premier, ni deuxième, ni troisième. Ce qu'il faut en Afrique, c'est lorsque la personne accouche, eh bien, on lui donne sa dose de primaquine. Alors, on devrait faire aussi, pourquoi pas. Si une femme enceinte, elle nous fait un palud, on lui donne son traitement et on lui dit dès qu'elle accouche, on lui donne sa dose de primaquine lorsqu'il s'agit d'un facile, bien sûr. Et l'artésunate n'a aucune contre-indication, quel que soit l'âge de grossesse, on peut le donner. L'enfant, c'est idem que l'adulte, à part que ça sera par kilo, par poids, et vous avez dans l'instruction, en fonction du poids, de 5 à 10, de 10 à 15, etc. Donc, c'est vraiment un quart, un demi, et puis trois quarts, et puis un quart complet, un comprimé complet pour l'enfant. Et la seule différence également, c'est la forme grave, l'accès grave, où on est obligé d'augmenter un peu la posologie de l'artésunate, c'est-à-dire qu'au lieu de 2,4, ça sera 3 mg kilo, 3 fois le premier jour, ensuite une fois les jours suivants. Bien sûr, si je n'arrive pas à le peser, moins de 20 kg, avec l'âge, moins de 5. Alors, j'ai fait le diagnostic, j'ai traité. Maintenant, il faut faire une surveillance et un suivi. Cette surveillance et ce suivi sont vraiment, il faut être vraiment vigilant durant les premières 48 heures. On doit le voir, on doit prendre sa température, on doit rechercher les signes de gravité, on doit faire des bilans. Ici, on fait la formule, les plaquettes, n'oubliez pas cette thrombopénie, on fait une glycémie, une biochimie, ionogramme, surtout par rapport aux enfants, mais même les adultes, la déshydratation, le bilan rénal, puisqu'on peut avoir des insuffisances rénales fonctionnelles, et puis on fait l'examen parasitologique, la photoglutétest, et ces examens doivent se faire le 3e jour, le 7e jour et le 28e jour. Alors, le 3e jour, elle ne doit pas être négative, mais si elle est négative, c'est tant mieux, elle est une faible parasitémie. Elle doit diminuer de 27% de la première. Ensuite, J7, elle doit être négative et AJ 28, on l'a fait, c'est pour détecter les rechutes. Alors, il faut savoir que on ne peut pas faire avec les tests rapides une surveillance, c'est juste poser le diagnostic. Donc, elle ne va pas nous donner les parasitémies. Par contre, les parasitémies, il faut exiger des chiffres. Il ne faut pas exiger, il ne faut pas accepter ce qui est croix. Avant, on mettait une croix, 2 croix, 3 croix pour dire faible, moyenne et forte parasitémie. Il faut exiger des chiffres pour pouvoir justement suivre cette parasitémie pour arriver à dire c'est guéri ou encore il y a une rechute. Donc réapparaît et il y a une rechute. Alors, la présence de gamétocytes après un traitement qui est correct et bien fait, c'est possible. Donc, gamétocyte ne veut pas dire infection. Il faut qu'on fasse attention. Il y a beaucoup de cas où les malades, surtout les étrangers, je dirais bien les Africains, ils arrivent, ils vous disent je veux faire une goutte épaisse. Goutte épaisse, on risque de trouver des gamétocytes dans leur sang. Ça ne veut pas dire qu'ils sont infectés, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de faire la maladie. Donc, ils portent
Et donc, ce qu'il faut faire quand on a des gamétocytes, c'est donner la dose de trimacine. C'est elle qui va détruire ces gamétocytes et ces gamétocytes sont à l'origine de la transmission. Et donc, ça ne justifie pas une dose, une autre cure de traitement curatif. Voilà, en conclusion, ce que je peux dire, que chaque clinicien doit connaître, savoir évoquer cette infection et il faut qu'il sache que c'est une urgence diagnostique, mais également thérapeutique. Une note d'espoir, c'est le développement d'un vaccin pour les voyageurs. Vous allez me dire qu'il y a déjà 2 vaccins. Ces vaccins, ce ne sont pas pour les voyageurs, ce sont pour les nourrissons. Ce sont des vaccins pour les pays à forte ou encore à moyenne endémicité et qui sont introduits dans leur calendrier vaccinaux. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout dans le contexte de voyage, c'est dans un contexte de réduire l'incidence du paludisme, mais également réduire la gravité, les formes graves de paludisme. Donc, pour le moment, nous n'avons pas de vaccin pour les voyageurs, donc à titre prophylactique. Donc, comme nous, on est un pays indemne de paludisme, donc il n'y a pas lieu de parler du tout de vaccin. Je vous ai dit qu'on parle de vaccin dans les pays à fort et à moyenne endémicité, donc les pays endémiques de paludisme. Et pour l'instant, ce qui reste primordial, c'est la protection de ces voyageurs, d'être piqués par les moustiques et bien sûr prendre une chimioprophylaxie avant de voyager en zone d'endémie paludisme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Smith, pour votre passion palud et pour cette présentation complète. Vous avez fait dresser un tableau complet, c'est surtout les aspects du palud. Encore une fois, merci. Merci pour ta présence et pour ton engagement. On va passer à la dernière communication. C'est surtout par rapport à la surveillance et avec docteur Lamali, qui est la responsable du programme. Karima, à toi la parole. C'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui le dispositif de surveillance du paludisme. Pourquoi cette rencontre? Parce que, comme vous le savez, nous sommes en période de crise de transmission. Donc, tout le monde sait que l'Algérie est certifiée depuis 2019, cependant, pour maintenir ce statut et éviter la réintroduction de cette maladie du paludisme, une reprise pour en puissance. Donc, on est tenu d'adopter une stratégie de vigilance efficace qui va nous permettre la gestion en temps réel de tout cas de paludisme d'importation. Parce que depuis 2014, l'Algérie n'a aucun cas de paludisme autochtone,
on enregistre chaque année des cas de paludisme d'importance. Aussi, on est tenu de renforcer les capacités du système d'évaluation et de gestion des risques de rétablissement de la transmission du paludisme pour maintenir le statut de l'Algérie exempte de cette maladie. Donc, le contexte, il faut savoir qu'en 2024, nous avons enregistré une augmentation rapide et considérable du nombre de cas de paludisme, qui ont été enregistrés beaucoup plus par les wilayas du sud, notamment Tamanrasset, Bolbeti-Morta et Ain-Bizem. Pour cette situation, plusieurs facteurs ont contribué donc à cet état, cette situation, je dirais, épidémiologique, savoir les facteurs climatiques, les facteurs environnementaux qui sont favorables donc, à l'augmentation de cas de cette maladie, et aussi, il ne faut pas oublier les mouvements de population. Tous ces facteurs ont contribué à accroître le risque de reprise de la transmission, puisque le nombre de cas était élevé, et aussi, surtout, que cette constatation a été observée durant la période de risque de transmission qui s'étend, on le sait tous, de septembre à décembre. C'est pour ça qu'il est indispensable de maintenir une vigilance accrue et mettre en œuvre des mesures préventives adaptées. Ces mesures préventives adaptées reposent essentiellement sur le renforcement de la surveillance épidémiologique et entomologique. C'est-à-dire aussi, il faut veiller à la disponibilité des médicaments, renforcer le dépistage actif pour la prise en charge rapide des cas, assurer un diagnostic précoce et un traitement radical, ça a été donc dit par le professeur Nick, mais aussi, il faut en aucun cas oublier la lutte antivectorielle. Toutes ces mesures ont fait l'objet d'une instruction qui a été élaborée et diffusée, c'est la numéro 26, donc, qui date du 10 août 2027, relative au renforcement du dispositif de surveillance et de lutte contre le paludisme d'importation. Nous avons donc, à titre de rappel, donc ces mesures concernent la surveillance épidémiologique. On a cité dans ma note que le médecin est devant certaines situations où il doit penser et suspecter le paludisme, je ne vais pas rappeler. On renforce le dépistage, donc la surveillance épidémiologique repose sur le dépistage. Le dépistage n'est que la détection. On va détecter le cas. Cette détection, elle peut être passive, c'est-à-dire le patient de lui-même, il va venir aux structures de santé, et aussi, elle peut être active. Active, elle peut être donc soit réactive, c'est-à-dire en réponse à un cas de paludisme dans le cadre de l'investigation, ou bien proactive, c'est-à-dire le personnel de santé qui va décider, selon, je dirais, la situation épidémiologique, à faire un dépistage et rechercher les cas de paludisme. Donc, cette détection, comment on peut détecter un cas de paludisme? Donc, c'est la suspicion, on va demander un examen qui n'est que le frottis de gouttes épaisses ou bien par le test de diagnostic rapide. Et ces tests, donc que ce soit l'examen, le frottis gouttes épaisses ou bien le test rapide, il faut savoir qu'on est tenu de les appliquer en respectant les procédures opérationnelles standards de diagnostic biologique. Alors, comme un titre de rappel, c'est-à-dire du moins pratiquer 1 ou 3 lames pour chaque patient, colorer 2 lames et laisser une lame sans coloration, et bien sûr de donner le résultat de l'examen dans les 2 heures de temps. C'est une urgence, c'est la seule maladie, il ne faudrait pas tarder et donner le résultat de cet examen. Même si nous allons utiliser des tests rapides qui peuvent donner donc poser le diagnostic, mais on est tenu au cas où on utilise les tests rapides de confirmer et c'est-à-dire de faire le frottis-goutte épaisse, parce que le frottis-goutte épaisse reste la technique de référence, et même si le test de TDR est positif, dans le cadre du suivi du cas, donc on est tenu de pratiquer une lame de frottis-goutte épaisse. Voilà, à titre de rappel, en ce qui concerne la surveillance. Maintenant, quand on parle de surveillance, automatiquement, on pense à la notification
Et si le cas est positif, on va faire l'investigation. Tout d'abord, pour la notification. Le paludisme est une maladie à déclaration obligatoire, donc la notification, elle est obligatoire. Sauf qu'on doit rappeler que cette notification doit être faite sur la fiche de notification qui a été élaborée dans le cadre des procédures opérationnelles standards lors du processus de certification. Donc, on est tenu de maintenir et d'appliquer les procédures. La fiche de notification, elle est conçue à cet effet et la notification doit être faite dans les 24 heures. Il ne faut pas attendre au-delà. Et bien sûr, aussi, il existe une fiche d'investigation qui va faciliter et orienter l'équipe qui va réaliser l'investigation. Voici l'exemple de modèle de fiche de notification. À titre de rappel, vous remarquez qu'en haut, juste après fiche de notification, il y a le numéro d'identification du cas. C'est très important, c'est des procédures que nous sommes tenus de maintenir. Ce numéro d'identification de cas, il est important dans le cas où il va identifier le cas, donc éviter le doublon. On va prendre chaque patient aura un numéro. Je ne vais pas tout reprendre, je vais juste vous rappeler que ce numéro d'identification, il comporte 10 numéros. Donc, voilà comment renseigner. Donc, les 2 premiers numéros, ça va être dédié pour l'année. Par exemple, pour 2027, nous allons mettre 25. Pour l'année 2024, on va mettre 24. Les 2 autres numéros successifs, donc, ça va concerner le code wilaya. Les 2 derniers, les 2, ensuite, ça veut dire les 5e et 6e chiffres, ça va porter sur le numéro, donc le code de l'établissement. Et les 4 derniers numéros, ça va être le numéro d'ordre du patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si le médecin, il aura un patient chez qui il suspecte le paludisme, il va demander pour confirmer le diagnostic. On va utiliser cette fiche de notification. Donc, le dernier numéro, donc le patient, le prélèvement il va au laboratoire, c'est le dernier numéro d'ordre, c'est le numéro d'ordre du laboratoire. Donc, c'est lui qui va me dire c'est-à-dire l'ordre de ce patient, et c'est comme ça qu'on peut avoir le numéro d'identification, et ce numéro d'identification qu'on est aussi tenu de porter sur la fiche d'investigation. Quel est le but de l'investigation? L'investigation, donc, c'est pour compléter les informations sur le cas, et ça va nous permettre aussi s'il y aurait d'autres cas, donc de les prendre en charge. Elle doit être faite dans les 48 heures. Une fiche d'investigation a été conçue et diffusée aux établissements qui facilite donc l'enquête épidémiologique autour de ce cas. Vous remarquez qu'au début de cette fiche d'investigation, donc jusqu'à présent, nous avons le numéro d'identification qui doit être le même que celui qui est porté sur la fiche de notification. C'est une équipe donc, qui est tenue de faire une quête, je ne vais pas tout parler. Je vais juste vous dire que cette fiche d'investigation, elle comporte 6 sections. La première section, c'est des informations sur le cas, c'est-à-dire l'identification du patient, c'est par rapport à ce qu'il a été, donc comment il avait connu les symptômes, le premier signe, comment ça a été la prise en charge, le traitement du cas. Tout ça, ça regroupe des informations sur le cas. La deuxième section, elle concerne les antécédents de paludisme, c'est-à-dire s'il y a eu dans les antécédents, donc il a présenté le palud, quel est le parasite et quel a été donc le traitement. La section 3, elle concerne la détection du cas. Est-ce que l'examen a été fait, donc les principaux symptômes, est-ce que c'est pas phototypes, est-ce que c'est pas TDR, c'est quel est le parasite et comment aboutir à la classification du cas, est-ce que c'est un cas simple, est-ce que c'est un cas grave. Donc, la 5e section, elle concerne l'enquête autour donc le voisinage du cas. Elle peut être donc au niveau du foyer du bien-être de ce patient, et parfois elle peut être donc selon l'impression même au niveau du lieu de travail de ce patient. Et pour terminer, c'est-à-dire l'investigation, elle comporte une section par rapport à l'investigation entomologique, c'est-à-dire où
des prospections doivent être faites au niveau du lieu de ce malade. Donc, il faudrait se rendre une équipe, toute l'équipe, donc, pour faire des prospections et bien sûr proposer, donc, s'il y aurait des mesures de lutte antivectorielle à apporter. Voilà, en ce qui concerne donc c'est le renforcement, quelques rappels par rapport à la surveillance, et j'insiste sur que la notification ou l'investigation. La notification doit être faite dans les 24 heures et l'investigation dans les 48 heures selon la piste d'investigation conçue pour ce sujet. Si devant, donc, maintenant pour la prise en charge, comme vous avez dit, bon, tout cas de paludisme positif doit être notifié, mais aussi il doit être pris en charge. La prise en charge, je rappelle juste, je ne vais pas reprendre parce que le professeur Smith s'est étalé par rapport à ce sujet. Donc, la prise en charge, elle doit être conforme aux directives nationales de prise en charge. Alors, s'il vous plaît, pas de méfloquine pour le traitement des cas de paludisme. Aussi, puisqu'on est tenu de prendre ça, donc le renforcement des capacités est indispensable. Le maintien d'un personnel qualifié qui peut prendre en charge le paludisme aussi est une chose que nous sommes tenus d'associer, mais beaucoup plus, il ne faut pas oublier la disponibilité des médicaments et je pense que pour ce sujet, on est vraiment rassurés parce que les médicaments sont disponibles. Passons au troisième volet, donc par rapport, donc toujours dans le cadre des rappels, c'est la surveillance entomologique et la lutte antivectorielle. Vous savez tous que le paludisme, c'est une maladie vectorielle, donc c'est la nouvelle qui est responsable dans la transmission. Donc, on est tenu de surveiller le vecteur et aussi, en cas de nécessité, procéder à des mesures, à des moyens de lutte contre ce vecteur. Donc, la surveillance entomologique repose sur des prospections entomologiques. Ça ne concerne pas toutes les wilayas. Il y a des wilayas où le risque est important. C'est eux qui sont tenus d'assurer donc cette surveillance et notamment après les premières précipitations automnales, c'est-à-dire après les premières pluies, où on est tenu de faire des prospections, de veiller soit à la recherche de formes larvaires des larves dans les points d'eau qui prévoient la présence de l'anophèle adulte, ou bien aussi même surveiller la présence de l'anophèle selon les moyens disponibles. Pour ce qui concerne la lutte antivectorielle, c'est très important. Pourquoi? Parce que si on veut arrêter et éviter la transmission, on est tenu de lutter contre le vecteur. Nous avons différents moyens donc, de lutte antivectorielle, donc beaucoup plus nous. Il y a des mesures mécaniques, à savoir, juste à titre de rappel, assécher les remplis d'eau stagnante, réparer les phytos, il faut qu'il y ait la fluidité de l'eau, éviter que les eaux ne stagnent, tout ça, donc, il va anéantir et réduire le risque de développement de prolifération vectorielle. La lutte biologique, elle a toute son importance, on peut utiliser le bambousière, donc on fait donc ça va être beaucoup plus très efficace et c'est simple à réaliser. Maintenant, pour la lutte chimique, bien sûr, selon les avis, donc, les spécialistes dans le domaine, donc on est tenu parfois d'éliminer les gîtes larvaires. C'est indispensable pour éviter que le vecteur ne parvienne à le stade adulte et éviter et couper la transmission. Donc voilà, vous remarquez que ce n'est pas uniquement la lutte chimique qui a son importance, on peut vraiment agir et prendre des mesures pour éviter donc la prolifération vectorielle et éviter qu'il y ait transmission, même s'il y aurait des cas de parasiter là. Si le vecteur n'est pas là, on l'aurait éliminé, donc on n'a pas de risque, donc on n'a pas de risque de flambée épidémique ou de reprise de la transmission locale. Parmi aussi, donc j'en passe à un autre volet, c'est la communication et la sensibilisation qui ont tout leur importance. Pourquoi? La communication, c'est notamment dans le partage de l'information en temps réel. Parfois, on a constaté le retard de l'information, on n'a pas l'information qu'on est dédiée, parfois, beaucoup plus, on retrouve l'information via le réseau, donc Facebook et tout ça, mais que l'information ne parvienne pas aux personnes concernées. La sensibilisation aussi, elle est très importante sur les risques liés au paludisme et les mesures préventives. Il faut penser qu'elle a toute son importance. Pourquoi? Il y a des personnes qui n'ont pas de connaissances, donc on a
Et si on prend ce volet, on peut sensibiliser les personnes pour qu'ils évitent de contracter la maladie ou du moins, quelles seraient les mesures en cas de risque, comment réagir. Aussi, on peut promouvoir les mesures de prévention individuelle et notamment chez les voyageurs qui se rendent dans les pays endémiques, donc les pays à risque, pour les mesures de protection, que ce soit la chimioprophylaxie ou bien les mesures individuelles. Bien sûr, tout ça, ça relève des fonctions et des prérogatives des centres de vaccination internationale qui peuvent jouer un rôle très important pour réduire le risque de réintroduction de cette maladie. Pour terminer, je dirais que aussi, on peut penser à faire des mesures, donc à prendre des mesures complémentaires qui peuvent vraiment, c'est-à-dire participer à la réduction du risque de transmission, c'est de renforcer la coordination et la collaboration entre les autorités sanitaires et les parties prenantes, sachant que la prise en charge du paludisme, finalement, c'est multisectoriel. On dépend de la multisectorialité, donc il faut qu'on travaille donc avec en multisectorialité. Aussi, renforcer la coopération transfrontalière pour l'échange du moins des informations et l'harmonisation, enfin si on peut éventuellement des protocoles, soit de prise en charge ou bien de lutte contre les vecteurs, et surveiller aussi les risques transfrontaliers afin de prévenir l'importation de cas et la introduction du paludisme et aussi éviter d'autres problèmes liés à la santé. Donc, pour terminer, je dirais que pour préserver le statut d'élimination du paludisme, on est tenu d'avoir une vigilance constante, une coordination renforcée et des réponses rapides et ciblées. C'est un engagement partagé, une responsabilité pour protéger durablement la santé donc, de la population. Alors, soyons vigilants. Merci pour votre attention. Merci, Dr. Lamali, pour le rappel de l'instruction, surveillance et alerte et la riposte face à toute menace. Je pense qu'il y a eu quelques questions. Je demande au professeur Smith de répondre aux questions qui ont été postées sur le chat. Alors, il y a une question sur l'intérêt du test rapide dans le dépistage. Alors, selon les recommandations de notre consensus, mais également de l'OMS, c'est goutte épaisse frottis sanguin et ou test rapide. Alors, il faut savoir que le test rapide, il est important pour poser le diagnostic lorsqu'on est dans une structure où on ne peut pas faire une lecture rapide d'une goutte épaisse frottis sanguin, ça veut dire qu'il n'y a pas de microscopiste qui sait lire une larme. Parce que, mais qu'est-ce qu'on fait? On confectionne cette larme, on n'a pas la lecture, on la confectionne, et on fait notre test rapide, puisqu'on a, au bout de 15 minutes, on a la réponse, et on commence le traitement, et cette lame, on l'envoie pour une lecture. Pourquoi cette lame, elle est importante? Elle va me donner la parasitémie, elle va me permettre de faire le suivi lorsque je commence le traitement. Le test rapide ne me permet que de faire le diagnostic, mais c'est un élément, c'est un test, c'est un examen qui est important, très important, lorsqu'on est aux urgences et on n'a pas de microscopiste pour la lecture de la lame, et donc c'est important. Alors, j'ai une deuxième question, maladie immunisante. Est-elle une maladie immunisante? Alors, j'ai bien parlé tout à l'heure des sujets non humains, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont jamais été en contact avec le parasite et donc qui ne vivent pas dans une zone d'endémie palus. Alors, lorsqu'on vit dans une zone d'endémie palus, on est tout le temps piqué. On est piqué, jusqu'à un certain moment où on va développer une certaine immunité qu'on appelle une prémunition. C'est-à-dire que c'est une immunité qui est transitoire, c'est-à-dire que c'est une immunité qui va me protéger, pas contre le palud, mais contre le paludisme grave. Et cette immunité disparaît lorsque je sors de cette zone d'endémie palus. Donc,
elle disparaît au bout de 2 ans, 2 ans maximum, elle disparaît et la personne redevient neuve, c'est-à-dire qu'elle n'a plus ces anticorps qui la protègent, je dis bien, contre les formes graves. Donc, c'est une immunité transitoire qu'on appelle prémunition. Donc, ce n'est pas une immunité définitive. Alors, est-ce qu'il y a un bilan qu'on pratique au cours du traitement? Je vous ai dit que c'est la surveillance, le suivi. Il y a le bilan, la formule à refaire, le bilan biochimique à refaire. Il y a la glycémie, le nogramme. Il y a tout ce bilan doit se faire parce qu'il était déjà perturbé et donc on doit voir l'évolution de ce bilan et de ces paramètres qui étaient perturbés avant de commencer le traitement. Il y a eu une question sur la prophylaxie. On n'a pas fait de prophylaxie, mais sachez qu'il y a une prophylaxie qui se donne pour tout voyageur et il y a des particularités. Ce sont les navigants. Les navigants, on ne peut pas leur donner une prophylaxie médicamenteuse parce que dès qu'il arrive, il est encore sous une chimioprophylaxie, il doit repartir en deuil. Donc, ça ne sert à rien. Par contre, il y a la prophylaxie non médicamenteuse qui le protège contre les piqûres de moustiques, et vous les connaissez très bien, c'est les moustiquaires, c'est les crèmes répulsives, c'est s'habiller avec des manches longues, des pantalons, des chaussures fermées, dormir dans tout ça. Et puis, il faut savoir il faut dire à la personne, dès qu'il y a fièvre, dès qu'il y a un symptôme, il faut consulter en urgence. Par contre, on m'a fait une petite remarque par rapport à l'anophèle, pas d'anophèle et tout. Moi, j'ai pris cette photo, c'est parce que pour la première fois, je trouve un moustique sur une peau blanche. D'habitude, c'est toujours sur des peaux noires. Il faut juste savoir que le paludisme peut survenir chez toutes les personnes. Ce n'est pas que en Afrique. C'est vrai que l'incidence, c'est en Afrique noire, mais c'est par rapport aux fallacies. Il faut oublier qu'il y a le vivax. Et le vivax est ailleurs. Il est en Asie, il est ailleurs. Donc, en Amérique. Donc, il ne faut pas oublier que ça peut toucher tout le monde. Voilà les seules questions que j'ai eues pour le moment. Oui. Alors, ils sont performants et ils ont eu comment on dit, ils doivent passer par le contrôle pharmacologique. Donc, il y a un contrôle préqualifié. Voilà, c'est des tests qui sont préqualifiés par l'OMS. Donc, si un test est positif, il est positif. S'il est négatif, il est négatif. Sachant que, en même temps, j'ai confectionné ma lame et je commence mon traitement le temps que ma lame me donne la parasitémie, c'est dans le sens parasitémie pour le suivi. Mais ils sont préqualifiés. Donc, négatif, c'est négatif. Oui. Elle a compris, mais bon. Alors, juste pour savoir que dans les formes graves, dans le neuropaludisme, dans le coma fébrile, neuropaludisme ou le parasite, on ne le voit pas, mais il faut refaire. Ils sont séquestrés. C'est les globules rouges qui sont séquestrés, ce n'est pas le parasite, mais ils sont au niveau du cerveau, c'est-à-dire au niveau des vaisseaux du cerveau, mais la goutte épaisse, on la répète, elle est positive. Donc, au niveau périphérique, on peut avoir, au moment du coma, au moment du neuropaludisme, on peut avoir une goutte épaisse négative, mais cette goutte épaisse sanguine doit être refaite et elle va être positive. Donc ça, c'est la séquestration des parasites et donc qui sont au niveau du cerveau, dans le neuropaludisme, mais on doit refaire et la goutte épaisse, elle est positive. D'accord? Je crois que j'ai répondu à la... Non? Non. Merci beaucoup.
Merci, je pense que nous avons répondu à vos questions, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les envoyer via prévention.ndo, aussi bien pour le SNAIL que pour le paludisme. Vous avez les deux responsables de programme, aussi bien Dr. Trapp que Dr. Kamali, qui peuvent répondre eux-mêmes par rapport à tout ce qui est institutionnel et si cela nécessite une réponse de nos experts qui sont membres du comité, aussi bien du WESNEL que pour le paludisme. Donc, on le fera et vous aurez toutes ces réponses. Il y a eu des questions qui ont été posées par rapport à ces présentations. Elles seront partagées sur le site. Je dis qu'on allait voir avec la DSI éventuellement pour régler ce problème pour que toutes les personnes aient accès à ça. Mais ce que je vous demande surtout, c'est de consulter nos instructions parce qu'il y a tous les détails sur ces instructions par rapport à la conduite à tenir, par rapport à la surveillance, le diagnostic, le transport, tout cela. Et je pense que même le laboratoire national de référence fait un plaisir pour répondre à toutes vos questions parce que franchement, je le remercie infiniment par rapport à sa disponibilité, compris à des heures pas possibles quand c'est une urgence et il rentre en contact avec les médecins, raison pour laquelle il demande que l'acte soit complète et en fait la fiche soit complète et aussi les coordonnées du médecin pour qu'il soit contacté pour avoir plus d'informations si nécessaire ou pour qu'on fasse le feedback. Voilà, encore une fois, mille merci. Cette visioconférence tire à sa fin. Nous avons voulu faire médecin de travail privé. Comment il fait? On m'interpelle pour une question. Comment il fait? Par rapport à comment déclarer? Alors, tout médecin est censé, c'est une maladie à déclaration obligatoire, mais à partir du moment que c'est une maladie à déclaration obligatoire, donc il fait la notification au SEMEC territorialement compétent qui lui va acheminer l'information. Voilà, donc merci à vous tous, merci pour votre présence, pour votre assiduité. N'hésitez pas s'il y a des questions, mais c'est surtout, soyons vigilants. Ce sont deux pathologies qui sont, c'est une menace. Toutes les deux pathologies à transmission vectorielle qui nécessitent aussi l'implication des secteurs. Donc, n'hésitez pas à travailler dans l'intersectorialité. Nous sommes dans l'approche une seule santé, One Health. Donc, faites-le. On sait très bien que vous le faites très bien dans certains wilayas, dans d'autres un peu moins, mais particulièrement quand la personne ne sait pas ou quand donc n'hésitez pas à aller vers la DSA par rapport à cela, n'hésitez pas à consulter les bureaux d'hygiène, n'hésitez pas à sensibiliser davantage parce que c'est une question de communication, de sensibilisation, d'éducation de la population et de faire aussi le partage d'expériences entre vous, entre les wilayas. Encore une fois, merci d'avoir bien géré l'année passée et on compte beaucoup sur vous pour aussi faire face à toute menace. Encore une fois, bon appétit et à très bientôt. Au revoir.